Le AK-47 a été inventé par Mikhail Kalachnikov. Ce mythe est né de la propagande soviétique de la guerre froide qui avait besoin d'un héros national, un simple sergent autodidacte ayant créé la meilleure arme du monde. Cette image s'intégrait parfaitement au récit idéologique. En Occident, la version d'une paternité allemande a été reprise dans les années 1970, lorsqu'un magazine allemand spécialisé dans les armes, le Deutsches Waffenjournal, a comparé pour la première fois le AK-47 au Sturmgewehr 44, en soulignant leur ressemblance extérieure. En réalité, le AK-47 est le fruit du travail d'au moins 3 personnes et d'un projet concurrent. L'ingénieur Alexandre Zaïtsev, rattaché à Kalachnikov dans l'usine de Kovrov, a mené une refonte radicale du prototype initial, le AK-46. Il a remplacé le piston à gaz à 2 positions par un piston à course longue intégré au porte-culasse et a fusionné le sélecteur de tir et la sécurité en un seul levier. Le commandant Vassili Deikin, qui suivait le projet pour le compte de la Direction générale de l'artillerie, a joué le rôle de mentor et de co-auteur des solutions techniques. Un concurrent a également joué un rôle décisif, l'ingénieur Alexei Boulkin, avec son fusil AB-46. À l'issue des essais finaux menés en janvier 1948, la commission a constaté que le AB-46 surpassait le AK en précision, mais lui était inférieur en fiabilité. Plusieurs éléments conçus par Boulkin ont été directement repris dans la version finale de l'arme de Kalachnikov. Hugo Schmeisser, le concepteur du Sturmgewehr 44, se trouvait à cette époque à près de 1000 km de là, à Ijevsk, alors que le AK était développé à Kovrov. Un document officiel de l'usine le décrivait ainsi. Faute de formation technique, il était incapable d'accomplir un quelconque travail et n'avait apporté aucune utilité durant son séjour sur place. Sur le monument dédié à Kalachnikov à Moscou, inauguré en 2017, le sculpteur a placé par erreur un schéma de démontage du Sturmgewehr 44. L'erreur a été repérée par l'historien Yuri Pacholok. Le bas-relief a dû être démonté puis refait. Le Tigre était le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Cette image a été façonnée par la propagande militaire allemande qui exagérait délibérément les succès de la machine pour remonter le moral des troupes. Les mémoires d'après-guerre des équipages survivants et des décennies de films hollywoodiens ont ensuite consolidé cette réputation. Le maréchal britannique Bernard Montgomery a interdit en 1944 toute mention des qualités de combat du Tigre dans la presse militaire alliée, tant l'effet psychologique sur les troupes alliées était puissant. En réalité, le baptême du feu du Tigre, survenu à l'automne 1942 près de Mega, au sud-est de Leningrad, s'est révélé être un désastre. Le chef du 502e bataillon de chars lourds, le commandant Richard Merker, avait pourtant prévenu ses supérieurs. Le terrain marécageux et boisé ne convenait absolument pas à un engin de 56 tonnes. L'avertissement a été ignoré, Hitler exigeant personnellement l'engagement immédiat du char au combat. Les 4 Tigres engagés sont tous tombés en panne ou se sont embourbés, sans avoir reçu le moindre impact d'obus perforants. L'évacuation de chaque véhicule a nécessité 3 tracteurs semi-chenillés lourds. Les pièces de rechange ont dû être acheminées par avion depuis l'Allemagne. Lors d'une nouvelle sortie, les 4 chars sont de nouveau tombés en panne. L'un d'eux a pris feu et son équipage l'a détruit lui-même. Merker, bien qu'il ait eu raison, a été relevé de son commandement. La fabrication d'un seul Tigre nécessitait 300 000 heures hommes, soit 2 fois plus que pour la Panthère. Son coût s'élevait à 250 000 Reichsmark, contre 103 000 pour un char moyen de la série 4. En 2 ans de production, d'août 1942 à août 1944, l'Allemagne a produit 1347 exemplaires. Durant la même période, l'Union soviétique a produit plus de 50 000 chars de tout type. Le nom Tigre a été donné au char par Ferdinand Porsche, l'ingénieur dont le projet concurrent avait perdu l'appel d'offres face à la firme Henschel, notamment parce que la transmission électrique de Porsche exigeait de grandes quantités de cuivre, une ressource chroniquement rare en Allemagne. Le Sherman était un cercueil ambulant. Le moindre impact suffisait à le transformer en torche. Cette image est née des mémoires d'après-guerre et des films hollywoodiens. Elle a été renforcée par l'affirmation selon laquelle les blindés alliés surnommaient le Sherman le Ronson, du nom de la marque de briquet dont le slogan promettait de s'allumer du premier coup.
Des livres, des documentaires et le film Patton, sorti en 1970, ont diffusé cette version pendant des décennies. En réalité, ce surnom n'apparaît dans aucun document militaire, journal de bord ou rapport datant de la guerre. Des chercheurs ayant étudié des millions de pages d'archives n'ont trouvé aucune trace de son usage avant la fin des années 1940. L'expression elle-même n'est apparue dans les publicités de la marque Ronson que dans les années 1950, soit plusieurs années après la fin du conflit. Concernant l'inflammabilité, les premières versions du Sherman présentaient effectivement un problème. Les obus étaient stockés dans les sponsons sur les côtés de la coque et s'enflammaient en cas de perforation. La cause n'était toutefois pas les moteurs à essence, puisque les chars allemands, y compris le Tigre et la Panthère, fonctionnaient eux aussi à l'essence. La véritable cause était un mauvais stockage des munitions. En 1944, les ingénieurs américains ont mis en place un système de rangement humide. Les obus ont été déplacés vers le plancher de la coque et entourés de gaines remplies d'eau. La probabilité d'inflammation en cas d'impact est alors tombée à 15%. Au total, 49 324 Sherman ont été produits dans 11 usines, un chiffre supérieur à celui de tout autre char américain de l'histoire. Le seul Sherman Ronson officiel a réellement existé. Il s'agissait d'une version équipée d'un lance-flammes, et c'est précisément celle-ci qui incendiait l'adversaire. Le lourd Gustav était le canon d'artillerie le plus puissant de l'histoire. Cette image a été construite par la propagande militaire allemande qui diffusait activement photographies et actualités filmées de ce canon pour démontrer la supériorité technique de l'Allemagne. Les documentaires d'après-guerre et les ouvrages techniques militaires ont ensuite entretenu la réputation du Gustav comme sommet de l'ingénierie. En réalité, ce canon d'un coût de 10 millions de Reichsmark avait été construit pour détruire les fortifications de la ligne Maginot, et il est arrivé trop tard. Lorsqu'il fut enfin prêt, à la fin de l'année 1941, les troupes allemandes avaient déjà contourné la ligne par la Belgique, sans avoir tiré un seul coup contre elle. Pendant toute la guerre, le lourd Gustav ne fut utilisé selon sa fonction qu'une seule fois, en juin 1942, lors du siège de Sébastopol. La préparation de la position de tir a nécessité 5 semaines de travaux et 4000 hommes. Le montage du canon a pris 3 semaines et mobilisé 1420 hommes sous le commandement d'un général de division. Sa cadence de tir était d'un coup par heure. Sur toute la durée du siège de Sébastopol, le canon a tiré 47 coups. Son principal résultat confirmé fut la destruction d'un dépôt souterrain de munitions enfoui à 30 mètres de profondeur. Le canon fut ensuite transféré près de Leningrad, mais l'offensive fut annulée. Il fut transféré près de Stalingrad, mais l'encerclement des troupes soviétiques échoua avant même que le Gustav ait pu être remonté. En 1945, les Allemands détruisirent eux-mêmes le canon pour éviter qu'il ne tombe entre les mains des troupes soviétiques. Le canon fut nommé en l'honneur de Gustav Krupp, le dirigeant de l'entreprise qui l'avait fabriqué. Krupp lui-même offrit le premier exemplaire à Hitler en personne et ne fit payer que le second. L'avion furtif F-117 ne pouvait pas être abattu. Ce mythe est apparu après la guerre du Golfe de 1991, durant laquelle l'appareil a effectué plus de 1300 missions de combat sans subir une seule perte. L'armée américaine et les journalistes ont largement diffusé l'image d'un avion absolument invulnérable. Le mot « furtif » est alors devenu un nom commun. En réalité, dans la nuit du 27 mars 1999, lors de la 4e nuit de l'opération menée au-dessus de la Serbie, une batterie de missiles sol-air commandée par le colonel Zoltan Dani a abattu un F-117 portant l'indicatif Vega 3-1. La batterie avait été mise en service en 1961, soit 20 ans avant le premier vol de l'avion furtif. Dani avait méthodiquement étudié le calendrier des décollages depuis la base aérienne italienne d'Aviano grâce à un réseau de renseignements, et avait remarqué que cette nuit-là, les avions de brouillage électronique n'avaient pas décollé. Le radar de la batterie n'est resté allumé que 17 secondes tout au plus, afin d'éviter d'être détruit en représailles. La cible a été verrouillée à une distance d'environ 13 km. Le pilote, le lieutenant-colonel Darrell Zelko, s'est éjecté et a été récupéré 6 heures plus tard.
Les débris de l'appareil ont été étudiés par des spécialistes russes et certaines pièces auraient été acquises par des représentants chinois, selon les propos de l'amiral croate Davor Domaželoso, rapporté lors d'une interview à la BBC en 2011. Après la guerre, Zoltan Dani est retourné à une profession civile. Il est devenu boulanger dans sa ville natale de Skorenovac. En 2011, Željko et Dani se sont rencontrés en personne et sont devenus amis. Dani a offert au pilote un fragment du missile qui avait abattu son avion. Le M16 était un fusil d'assaut fiable de l'armée américaine au Vietnam. Cette image a été imposée par la publicité de l'entreprise Colt qui fournissait l'arme à l'armée. Les documents publicitaires et officiels de 1964 affirmaient que le fusil ne nécessitait pratiquement aucun entretien. L'armée l'a adopté sans essai sur le terrain suffisant. En réalité, à partir de 1966, des rapports faisant état de défaillance de l'arme au combat ont commencé à arriver du Vietnam. Le commandant du 1er bataillon du 2e régiment d'infanterie de la 1re division d'infanterie a officiellement signalé, en octobre 1966, que la confiance des soldats envers leurs armes était ébranlée. Il y avait deux causes, toutes deux d'origine administrative. L'armée avait remplacé la poudre à combustion lente développée conjointement avec l'ingénieur Eugene Stoner par une poudre à combustion rapide moins coûteuse, ce qui a augmenté la cadence de tir et perturbé le cycle d'éjection des douilles, provoquant des enrayages. La seconde cause tenait au fait que le canon et la chambre n'avaient pas reçu de revêtement chromé, pourtant standard pour les conditions tropicales depuis la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Dans l'humidité de la jungle, le métal se corrodait et les douilles se collaient aux parois de la chambre. Le taux de défaillance atteignait 30% dans certaines unités. Une partie des soldats préférait récupérer des fusils Kalachnikov pris à l'ennemi. En février 1967, l'armée a mis en service une version améliorée dotée d'un canon chromé, d'une nouvelle poudre et de kits de nettoyage. Les défaillances ont alors fortement diminué. À l'origine, l'armée n'avait fourni aux soldats aucun matériel d'entretien, ayant officiellement présenté le fusil comme auto-nettoyant. Le Yamato était le navire de guerre le plus puissant de l'histoire. Cette image a été construite par la propagande militaire japonaise qui a maintenu la construction du navire dans le plus grand secret, avec de hautes clôtures et des filets de camouflage entourant le chantier naval. Le renseignement naval américain n'a appris le nom du navire qu'à la fin de 1942 et n'a jamais établi ses caractéristiques précises avant la fin de la guerre. Les livres et films japonais d'après-guerre ont transformé le cuirassé en symbole de l'esprit national. En réalité, le Yamato n'a détruit qu'un seul navire de guerre américain durant toute la guerre, le porte-avions d'escorte Gambier Bay, lors de la bataille au large de l'île de Samar, en octobre 1944. La majeure partie du temps, les deux cuirassés de la classe Yamato sont restés à quai dans les bases de Brunei, Truk et Curé, le commandement craignant de les perdre. Le 7 avril 1945, lors de l'opération Tengo, le Yamato fut envoyé vers Okinawa, avec l'ordre de s'échouer sur la côte et de combattre jusqu'à sa destruction. Les Américains avaient déjà déchiffré les communications radio. 386 avions décollés de 15 porte-avions ont attaqué le navire pendant 2 heures. Le Yamato a reçu au moins 10 impacts de torpilles et 7 impacts de bombes. À 14h23, l'explosion des soutes à munitions a créé un nuage visible à 200 km de distance. Sur 2700 membres d'équipage, 2498 ont péri. Les Américains ont perdu lors de ce combat 10 avions et 14 aviateurs. Le Harrier a révolutionné l'aviation grâce au décollage vertical. Cette image est née de l'engouement médiatique qui a précédé la guerre des Malouines en 1982, lorsque journalistes et analystes militaires discutaient activement d'une manœuvre particulière, le Viefing, consistant à freiner en vol en orientant les tuyères du réacteur. On affirmait que cette technique rendrait le Harrier invincible en combat aérien. En réalité, aucun pilote de Harrier n'a utilisé le Viefing en combat pendant toute la guerre des Malouines. Les 20 avions argentins abattus l'ont tous été grâce à des manœuvres classiques et à des missiles Sidewinder. Les spécialistes du combat aérien, y compris les auteurs du manuel de référence de Robert Shaw, intitulé « Combat aérien », jugeaient le Viefing tactiquement inutile. Lors du freinage,
l'assaillant est certes dépassé, mais le arrière devient lui-même pendant un instant une cible lente et vulnérable pour son ailier. Quant au décollage vertical, il est en réalité impossible à pleine charge de combat, le poids des armes et du carburant dépassant la poussée disponible du réacteur en vol stationnaire. Dans des conditions de combat réelles, le arrière utilisait toujours une course au décollage courte. L'atterrissage vertical n'était utilisé qu'au retour, une fois le carburant consommé et la masse réduite. Pendant la guerre, l'appareil a effectué plus de 1850 missions de combat. Aucun des 6 arrières de la marine et des 4 arrières de l'armée perdue n'a été abattu en combat aérien, mais uniquement par des tirs venus du sol ou lors d'accidents. À l'origine, le arrière n'avait pas été conçu pour des attaques depuis des porte-avions, mais pour opérer depuis des clairières et des parkings en cas de destruction nucléaire des aérodromes européens. Le Huey était un cheval de bataille fiable de la guerre du Vietnam. Cette image a été créée par les reportages télévisés et les actualités filmées, qui ont montré pendant des décennies cet hélicoptère comme le symbole de la puissance américaine au Vietnam. Les films et documentaires d'après-guerre ont ensuite consolidé l'image d'une machine venant à la rescousse en toutes circonstances et ne faisant presque jamais défaut. En réalité, sur environ 7000 Huey ayant servi au Vietnam, plus de 3300 ont été perdus. Le taux de perte a atteint près de 50% de l'ensemble du parc. L'armée a perdu à bord de Huey 1151 pilotes et 1231 membres d'équipage non pilotes. Les performances de vol de l'appareil, dans le climat chaud et humide du Vietnam, restaient constamment inférieures aux données du constructeur, car dans des conditions de forte densité de l'air, la charge maximale utile était nettement inférieure à celle prévue par les calculs. Les premiers modèles passaient plus de temps en maintenance qu'en vol, le fabricant Bell Helicopter devant constamment envoyer ses propres ingénieurs sur la zone de combat pour corriger les pannes. Ce sont précisément ces faiblesses qui ont conduit, en 1967, à la création du premier hélicoptère d'attaque spécialisé de l'histoire. Malgré tout, les Huey ont évacué près de 2 millions de blessés durant toute la guerre. Avant la guerre du Vietnam, le délai entre la blessure et l'hospitalisation se comptait en jours, et le Huey l'a réduit à 1 heure, faisant chuter la mortalité chez les blessés de 2,5% pendant la guerre de Corée à moins d'1%. Le nom officiel de l'hélicoptère est Iroquois. Le surnom Huey vient de la désignation militaire initiale, HU-1. En 1962, l'armée a changé sa nomenclature et la désignation a été modifiée, mais le surnom lui est resté pour toujours. Le MiG-21 était un chasseur soviétique rudimentaire, incapable de rivaliser avec les appareils occidentaux. Ce mythe est né après la guerre des 6 jours en 1967, lorsque les pilotes israéliens ont détruit des centaines d'avions arabes, dont des dizaines de MiG-21. Les analystes militaires occidentaux ont interprété cela comme la preuve d'un retard technique de l'équipement soviétique. En réalité, l'écart ne résidait pas dans l'avion, mais dans la formation des pilotes et la tactique employée. Au Vietnam, entre 1966 et 1968, les MiG-21 ont abattu 46 avions américains, pour la perte de 20 des leurs, un bilan qui ne va clairement pas dans le sens de la thèse d'un appareil rudimentaire. Au cours du premier semestre de 1966, l'armée de l'air américaine a détruit 47 appareils ennemis, tout en perdant elle-même 47 des siens, soit un rapport d'1 pour 1. Ce sont précisément ces résultats décevants face aux MiG-21 qui ont poussé les Américains à créer, en mars 1969, l'école de combat aérien Top Gun, officiellement destinée à étudier la tactique du chasseur soviétique. En 1971, pendant la guerre d'indépendance du Bangladesh, des MiG-21 indiens ont abattu plusieurs Starfighter F-104 pakistanais, détruisant en combat aérien un concurrent américain pourtant supérieur sur le papier. Sur l'ensemble de sa carrière, le MiG-21 a remporté environ 240 victoires aériennes confirmées. Plus de 11 000 exemplaires de cet appareil ont été construits, davantage que tout autre chasseur supersonique de l'histoire. Plus de 60 pays ont utilisé le MiG-21. L'Inde a retiré ses derniers appareils du service en août 2025, 62 ans après leur mise en service.
Le char Abrams était une machine invincible, impossible à détruire. Cette image est née après la guerre du Golfe de 1991. En 42 jours de combat, l'Abrams a détruit des centaines de chars irakiens d'origine soviétique sans subir aucune perte due au feu ennemi. Les responsables officiels américains et les journalistes militaires ont largement diffusé l'image d'une machine absolument invulnérable. En réalité, en 1991, 23 Abrams ont été mis hors de combat, dont 9 par des tirs amis. Aucun n'a été détruit par un tir direct de l'ennemi. Mais en 2003, pendant l'occupation de l'Irak, la situation a changé. D'ici mars 2005, environ 80 Abrams avaient été mis hors de combat par des tirs ennemis, dont 63 renvoyés en réparation aux États-Unis et 17 déclarés irréparables. Les soldats irakiens avaient appris à viser le char par l'arrière et par le dessus à l'aide de lance-roquettes anti-chars portatifs, ainsi qu'à l'incendier en visant les réservoirs de carburant fixés à l'extérieur de la tourelle. Des bombes artisanales puissantes posées sur les routes renversaient le char ou l'immobilisaient en détruisant son train de roulement. C'est précisément cette expérience de combat en Irak qui a poussé l'armée à développer un kit de survie urbaine pour le char, renforçant sa protection à l'arrière et sur les flancs. En 1991, les équipages de chars irakiens n'avaient tiré aucun coup de combat pendant l'année précédant la guerre en raison des sanctions internationales. Un équipage pleinement opérationnel, disposant de matériel soviétique face à l'Abrams, ce n'est pas la bataille qui a eu lieu dans le Golfe. L'avion de reconnaissance Blackbird n'a jamais été une cible pour les missiles. Il était tout simplement impossible à toucher. Cette image est née des documents promotionnels de l'armée de l'air américaine qui présentaient l'appareil comme absolument inatteignable. Pilotes et journalistes ont diffusé des récits de survols impunis au-dessus du territoire ennemi. En réalité, plus de 4000 missiles ont été tirés contre le Blackbird, un chiffre avancé par le magazine de l'armée de l'air Airman, citant des sources aéronautiques. Le 26 juillet 1968, au-dessus du Vietnam du Nord, une batterie de missiles sol-air vietnamienne a effectué pour la première fois un tir contre un Blackbird. L'officier des systèmes de reconnaissance, le commandant Jerry Crew, présent à bord, a observé l'allumage successif de 3 voyants lumineux indiquant la recherche, le verrouillage, puis le tir. L'appareil ne disposait que de moins de 58 secondes, la durée de vol du missile ennemi. On a appris après la guerre que 2 missiles avaient été tirés. Aucun n'a touché sa cible. Rien qu'au-dessus du Vietnam du Nord, environ 800 missiles ont été tirés contre le Blackbird. L'appareil n'a jamais été touché, grâce à une vitesse de plus de 3000 km/h et une altitude de croisière de 26 000 mètres, qui empêchait simplement les missiles de le rattraper. Le chasseur suédois Viggen a, en 1986, réussi à plusieurs reprises à verrouiller un Blackbird dans l'espace aérien international, au-dessus de la mer Baltique. L'appareil de reconnaissance aurait donc pu être abattu, mais la partie suédoise n'a pas ouvert le feu. Le Blackbird reste le seul avion de l'armée de l'air américaine à n'avoir perdu aucun membre d'équipage durant toute son exploitation, ni en vol, ni au sol. Pourtant, sur 32 exemplaires construits, 12 se sont écrasés, tous pour des raisons techniques.